En l'an 800 après J.B.C., Charlemagne publia un édit qui allait façonner l'agriculture européenne pendant 1000 ans. Le capitulaire de Willis répertoriait 94 plantes que chaque jardin impérial était tenu de cultiver. Le blé figurait sur la liste. Oignons, ail, les suspects habituels. Mais une plante figurait sur une liste différente, non pas au chapitre 43 avec les légumes, non pas au chapitre 62 avec les plantes médicinales, mais au chapitre 70, la section obligatoire réservée aux plantes sans laquelle un domaine était considéré comme incomplet. Là, entre le fenouil et le persil, se trouvait un seul mot, leveisticum. Les Romains l'appelaient la base de tous les repas. Au Moyen Âge, les moines le cultivaient dans tous les monastères, de l'Irlande à Jérusalem. Le livre de cuisine d'Apicius, le plus ancien recueil de recettes antiques qui nous soit parvenu, le mentionne plus que toute autre herbe, plus que l'ail, plus que l'oignon, plus que le sel. Pendant 1500 ans, cette plante a défini le goût des aliments dans le monde occidental. Puis, dans les années 1950, elle a disparu des jardins américains. Non pas à cause d'une maladie, non pas à cause d'un fléau. Elle a été systématiquement remplacée par un légume annuel de qualité inférieure qui nécessitait l'achat de semences chaque année. Voici la livèche, le céleri vivace qui pousse pendant 15 ans à partir d'une seule plantation. Voici l'histoire d'une industrie pesant 2,7 milliards de dollars qui avait besoin que vous oubliez son existence. Bienvenue dans le coffre-fort perdu de la nature. Les archives débutent en 1919 lorsque Edric, l'apprenti du botaniste Ulysse, publie Les plantes comestibles du monde de Sturivant, un ouvrage de 600 pages recensant toutes les plantes alimentaires connues de la civilisation. À la page 347, il a écrit sur la livèche avec la précision réservée aux plantes d'une importance véritable. Il a fait remarquer que le léviscome officiel était originaire de la Méditerranée et cultivé dans les jardins européens depuis avant l'existence de documents écrits. Toutes les parties sont comestibles, feuilles, tiges, racines et graines. Il écrivait que la saveur était plus prononcée que celle du céleri, avec des notes de persil et d'anis. Puis vint l'élément déterminant qui allait définir l'avenir de l'ove. Le goût était trop prononcé pour les goûts américains modernes. Pas toxique, pas inférieur, juste trop savoureux pour ce qui allait suivre. Nous sommes en 1919 et l'alimentation américaine s'apprête à être repensée pour la production industrielle. Sa plus grande force, son intensité, deviendrait sa condamnation à mort dans un système qui valorisait l'uniformité par-dessus tout. L'amour fait partie de la famille APSI et partage des ancêtres communs avec le céleri, les carottes et le persil. Mais structurellement, son fonctionnement est à une échelle complètement différente. Elle se développe à partir d'une racine pivotante massive et profonde qui, une fois établie, ne nécessite pratiquement aucun entretien pendant les 15 à 20 années suivantes. La plante atteint une hauteur de 1,80 m. Une tour de tige creuse, aussi épaisse que votre pouce, couronnée de feuilles vert foncé et brillantes, qui dégagent une odeur de céleri concentré lorsqu'on les froisse. Ce qui la rend remarquable, du point de vue de la sécurité alimentaire, c'est sa longévité. On la plante une fois et elle revient chaque printemps pendant 15 à 20 ans. Elle survit dans les zones USDA 3 à 9, tolérant des températures hivernales jusqu'à 30 degrés F. La plante sort de sa dormance en avril et produit en continu jusqu'en octobre. Chaque partie de la plante est utilisable. Les jeunes feuilles apportent de la fraîcheur aux salades, avec ce petit goût piquant de céleri et de persil. Les feuilles matures se sèchent très bien pour les soupes d'hiver. Les tiges creuses peuvent être confites, comme le gingembre, ou utilisées comme pailles aromatiques pour les boissons à base de tomates. Les graines s'utilisent comme épices dans le pain et les cornichons. Ce que l'on achète souvent sous l'étiquette « graines de céleri » dans les épiceries contient fréquemment des graines de livèche. Même les racines sont comestibles.
traditionnellement bouilli comme un légume. Sur le plan nutritionnel, la livèche fait passer le céleri commercial pour de lait haut, en bouteille déguisée en légumes. La livèche contient beaucoup plus de vitamine A, essentielle à la vision et au système immunitaire. Elle est riche en vitamine K, essentielle à la santé osseuse. Il fournit plus de calcium, plus de vitamine B6 et des quantités substantielles de quercétine, un flavonoïde anti-inflammatoire que le céleri ne possède qu'en très faible quantité. Et le goût lui-même révèle pourquoi la livèche a disparu. Si vous n'avez mangé que du céleri acheté en supermarché, ce croquant aqueux est conçu pour ne déplaire à absolument personne. La livèche, c'est le goût du céleri quand il a quelque chose à dire. Plus fort, plus épicé, plus complexe. Une seule feuille de livèche suffit à parfumer une marmite entière de soupe. Une tige suffit pour assaisonner un gallon de bouillon. Les Romains comprenaient parfaitement ce pouvoir. Le livre de cuisine d'Epictétus, compilé vers 400 après J.C., fait référence à la livèche dans de nombreuses recettes. Ils l'ont appelé legusticum, du nom de Legura, la région italienne où il poussait à l'état sauvage. C'était la saveur fondamentale de la cuisine romaine. Les monastères médiévaux la cultivaient dans tous leurs jardins de plantes médicinales, de l'Irlande à Jérusalem. Les moines bénédictins ont documenté ses usages comme aide digestive et tonique respiratoire. Mais surtout, ils la cultivaient parce que les aliments cuisinés sans livèche avaient un goût fondamentalement fade. Lorsque les colons européens ont traversé l'Atlantique au XVIIe siècle, la livèche les a accompagnés. En 1806, les enquêtes agricoles américaines recensaient 4 variétés cultivées distinctes. Les Shakers la cultivèrent intensivement tout au long des années 1800, faisant sécher les feuilles pour la vente de plantes médicinales et expédiant des sirops de livèche à travers le pays en expansion. En 1979 encore, le magazine Mother Earth News publiait des guides de culture décrivant la livèche comme une herbe vivace facile à cultiver et ayant le même goût que la vraie plante, l'original. Remarquez le changement de langue. Dès 1979, le lovage était présenté comme un substitut du céleri. L'original pérenne avait été linguistiquement rétrogradé au rang de simple copie de son remplaçant annuel. Ce renversement sémantique en dit long sur ce qui s'est passé durant les décennies qui ont suivi. Au milieu du XIXe siècle, les agriculteurs italiens ont commencé à cultiver le céleri pour la production commerciale, en sélectionnant les caractéristiques que le marché émergent exigeait. Saveur plus douce, tige plus épaisse, port dressé. En 1889, un agriculteur nommé Pascal découvrit qu'en enterrant les tiges de céleri immatures dans la terre, on les rendait plus sucrées en bloquant la lumière du soleil. Le céleri Pascal est devenu la norme dans l'industrie, rainuré et blanchi, et nettement moins amer que les variétés sauvages. En 1900, les exploitations agricoles américaines augmentaient considérablement leur production de céleri au Colorado et au Michigan. La culture nécessitait une main-d'œuvre considérable, le creusement de tranchées, le blanchiment et un arrosage constant. Mais le céleri commercial possédait une caractéristique que la livèche n'aurait jamais. Uniformité prévisible. Le céleri commercial pousse en tiges nettes et régulières, mesurant de 10 à 12 pouces de long. L'ensemble du champ arrive à maturité à quelques jours d'intervalle, ce qui permet une récolte mécanique en un seul passage. Les machines peuvent surélever les plantes. Les machines peuvent trier par taille. Les machines peuvent emballer pour l'expédition. La livèche refuse de coopérer. Il atteint une hauteur de 1,20 avec des tiges d'épaisseur variable. Vous récoltez au fur et à mesure de vos besoins, en coupant les feuilles extérieures tout en laissant le centre. La plante ne mûrit pas selon un calendrier précis. Ça ne cesse de grandir. Ses racines pivotantes profondes rendent la récolte mécanique impossible, et sa saveur varie selon l'âge des feuilles et la saison, ce qui signifie
que la livèche ne pourra jamais offrir le goût identique exigé par l'industrie agroalimentaire. L'agriculture industrielle repose sur la standardisation. L'amour offre la variété. Dans les années 1930, l'industrie du céleri valait des millions. Les producteurs ont formé de puissantes coopératives, partageant le matériel de mécanisation et développant de nouvelles variétés optimisées pour le transport. Puis vint la Seconde Guerre mondiale. La main-d'œuvre agricole a disparu. Au retour des hommes, la mécanisation s'est accélérée. Les supermarchés exigeaient des produits uniformes, un approvisionnement prévisible et une apparence identique semaine après semaine. La livèche n'offrait rien de tout cela. Mais le problème était bien plus profond que de simples préférences gustatives ou des défis liés à la mécanisation. L'amour ne nécessitait pas d'abonnement. Voici comment fonctionne le modèle commercial agricole. Un agriculteur plante des graines de céleri au printemps. La récolte pousse, est moissonnée, puis meurt avec les premières gelées. Au printemps prochain, cet agriculteur aura besoin de nouvelles semences chaque année. Des clients fidèles générant des revenus récurrents. Maintenant, regardez la livèche. Un agriculteur plante de la livèche une seule fois et elle produira pendant 15 ans. Aucun achat de semences depuis 15 ans. La plante se divise naturellement. Les voisins partagent les divisions racinaires par-dessus la clôture. Les graines tombent au sol et germent d'elles-mêmes. Du point de vue d'une entreprise semencière, Lovage élimine le besoin d'acheter des semences. C'est un échec de modèle économique. Le marché mondial du céleri était évalué à 2,69 milliards de dollars en 2024. Le céleri pascal domine la production. Chaque année, les agriculteurs achètent des semences hybrides, qu'il est légalement interdit de conserver. Il y a ensuite l'huile de céleri, la poudre de jus de céleri et le sel de céleri. Tout un écosystème de plusieurs milliards de dollars bâti sur une plante qu'il faudra racheter l'année prochaine. Au milieu du XXe siècle, la livèche avait pratiquement disparu de la cuisine américaine courante. On la trouvait encore de temps en temps dans les catalogues de semences, mais le jardinier moyen n'en avait jamais entendu parler. Dans les années 1970, les critiques gastronomiques ont commencé à décrire la livèche comme le céleri oublié. Un article universitaire de 2023 explique que la livèche a été largement remplacée dans les recettes par le céleri et le persil. L'original a été remplacé, puis est devenu le substitut du substitut. L'évaluation de Hedrick en 1919, selon laquelle la livèche était trop prononcée pour les goûts américains modernes, était en réalité un euphémisme pour dire que le céleri doux se marie bien. Il s'empile en faisceaux uniformes. Cela n'offense personne. Et surtout, il meurt chaque année. La livèche gâche tout le modèle. Aujourd'hui, la livèche vit en marge. Les entreprises spécialisées dans les semences anciennes en proposent encore. Les adeptes de la permaculture la cultivent. Mais entrez dans n'importe quelle épicerie américaine et demandez de la livèche. Le responsable du rayon fruits et légumes ne saura pas de quoi vous parler. Parallèlement, le céleri commercial occupe 20 pieds d'espace sur les étagères réfrigérées. Tout cela est annuel. Tout cela est acheté annuellement. Ce déplacement n'était pas accidentel. Il s'agissait d'une sélection économique. Le système alimentaire a choisi la plante qui exigeait une dépendance et la plante vivace, qui a nourri les légions romaines pendant 1500 ans, est devenue une curiosité mentionnée dans les catalogues de semences comme une plante oubliée. En 2022, un blog d'histoire culinaire a noté que la livèche était l'herbe la plus fréquente dans toute la collection d'Aetius, mais qu'elle est rarement vue de nos jours. Cet écart entre ce qui est omniprésent et ce qui est oublié n'est pas naturel. Cet écart a été intentionnel. Mais voici la bonne nouvelle. La livèche est quasiment indestructible. Une fois plantée, elle n'a plus besoin de vous. Les monastères médiévaux d'Europe sont aujourd'hui en ruine. Leurs communautés se sont dispersées il y a 800 ans. Mais dans ces ruines, la livèche pousse encore, sauvage, sans entretien.
prospérant sans intervention humaine. Car c'est ce que font les plantes vivaces. Ils survivent au système qui tente de les remplacer. Faire revenir la livèche est simple. Commandez des semences auprès de fournisseurs de variétés anciennes en ligne. Un seul sachet permet de faire germer des dizaines de plantes. Ou trouver quelqu'un qui en cultive déjà. Les jardiniers ont toujours plus qu'il ne leur faut. Demandez une division de racines au début du printemps. Une plante donne naissance à 10 plants. Plantez la livèche dans un sol riche. Exposez-la en plein soleil, dans les climats frais ou à mi-ombre si les étés sont chauds. Espacez les plantes de 3 pieds. La première année, laissez-le s'installer. Récoltez légèrement. À partir de la deuxième année, la production se poursuit sans interruption dès avril à octobre. Utilisez des feuilles fraîches dans les soupes. Séchez-les pour l'hiver. Confiturez les tiges. Une seule plantation vous assure 15 à 20 ans de récolte. Pas d'achats annuels de semences, aucune dépendance aux chaînes d'approvisionnement. La plante que Charlemagne imposait dans tous les jardins impériaux. La herbe qui figurait plus souvent dans les recettes romaines que tout autre. Il est disponible pour moins de 10 $. Elle attend de se développer pendant les 15 prochaines années. Le système agroalimentaire industriel avait besoin que vous oubliez la livèche, car il ne pouvait pas monétiser une plante qui refuse de mourir. Ils l'ont remplacée par du céleri annuel, plus doux, uniforme et dépendant d'achats annuels. Ce remplacement leur a parfaitement convenu. Mais l'espèce originelle n'a jamais cessé de croître dans les ruines des monastères, dans les jardins familiaux, dans les cours de ceux qui s'en souvenaient, et maintenant peut-être aussi dans la vôtre. Si cet article a changé votre regard sur le céleri dans votre panier d'épicerie, nous déterrons les plantes de survie qu'ils ont enfouies sous l'agriculture industrielle. Plantez l'original. Le prochain coffre-fort ouvrira bientôt.